Jonathan Gilbert, bienvenue au podcast. Enchanté. Oui, très content de te recevoir. Comment Ben, tu te sens aujourd'hui? Tu sors de ta zone de confort, on essaie quelque chose de nouveau, une nouvelle formule. Exact. Mais c'était ça le but, je pense. C'était ça le but un peu, ouais. Quand tu m'as invité, c'est ça qui m'a intéressé. Je me suis dit, Ben oui. Pas à l'aise, mais c'est intéressant. Ça a fait grandir. Oui, ben évoluer, tu sais, je veux dire, je pense que tout entrepreneur pourra en parler dans le podcast, hein, mais doit essayer de nouvelles choses, évoluer de cette manière-là, sortir de sa zone. Sinon, on atteint un certain plateau, puis je veux dire, l'entreprise ne bouge pas, nous, on bouge pas, on s'assied sur les lauriers. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans cette situation-là. Avec l'économie en ce moment, tu n'as pas le choix de te réinventer, de trouver des nouvelles manières de sortir du lot, si on parle du marketing, par exemple. Fait que très content de t'accueillir. Petite mise en bouche de pourquoi on fait ça aujourd'hui. Je t'ai contacté sur LinkedIn, tout simplement. Beaucoup de gens qui sont invités au podcast rentrent de cette manière-là. On a fait une rencontre préparatoire. Je trouvais vraiment justement ton profil intéressant. On regarde justement le parcours, l'entreprise, combien d'années et tout ça, le style aussi d'entreprise. Une petite rencontre préparatoire. On a fait un vibe check que j'appelle. Fait que on regarde un petit peu l'énergie de la personne, verbomotrice, le type d'entreprise, son parcours. Puis on a cette une date pour nous là aujourd'hui, simple et simple. Commençons par le début. Parlons un petit peu plus de ton parcours entrepreneurial. Lancer une entreprise, leur vendu, le rachat d'Empress. D'autres coups, veux-tu me parler justement de tes expériences entrepreneuriales puis évidemment académiques? Je te laisse le plancher là-dessus, puis après, on va pouvoir banter ça sur d'autres sujets. OK, c'est une grosse question. Académique, j'ai fait un bac en finance, Ouais. Un double bac en marketing aussi en même temps. Au HEC Montréal, ça fait pas rajeunir, ça fait 20 ans environ. Point de vue expérience pour l'entreprise, ça a débuté depuis, je pense... T'avais quel âge? J'avais peut-être 8 ans, peut-être. Là, ma passion 8? a commencé à cet âge-là. Fait que je dirais... OK. Mon père à son entreprise, dans le temps, il y avait comme des gros Macs. Là. C'était comme des gros monstres. Puis il ramenait ça le soir à la maison. Il n'y avait à peu près rien à faire avec ça, à part peut-être faire une couple de lignes de code dessus. Okay. Ça m'a toujours intéressé. J'ai toujours été passionné de tout ça. Fait que, quand on est arrivé... Au secondaire, c'est ça. J'étais rendu, je démontais l'ordinateur chez nous. Mes sœurs tripaient pas vraiment. Ils arrivaient le soir, puis l'ordi était démonté. Mais par la suite, rendu au cégep, j'ai parti ma première entreprise en technologie. OK. À ce moment-là, c'était vraiment nouveau. C'était plus de l'informatique que de la technologie. Mais ça a toujours été une passion. Donc, suite à ça, quand j'ai terminé l'université, j'ai travaillé en EDI. OK, tu veux-tu expliquer un peu? C'est Electronic Data Interchange. Okay. Donc, ça permettait... ça m'a permis de valider un peu que j'avais l'intérêt que j'avais pour la technologie. Donc, j'ai vraiment adoré ça. Suite à ça, j'ai décidé de partir ma première entreprise, qui était une entreprise d'automatisation documentaire. Entreprise que je pensais garder toute ma vie. Finalement? Finalement, c'est ça. J'ai eu une opportunité de vendre, puis ça a été une décision un peu plus familiale à ce moment-là. Okay. Donc, partir une entreprise, c'est un gros sacrifice, je dirais. Là. Oui. J'ai une question, ça m'a pensé à ça parce que je trouve qu'il y a deux types d'entrepreneurs dans ce monde. C'est un peu l'entrepreneur de passion, fait que dans le sens, Day One, il a parti une entreprise de ses propres mains, puis il veut la faire croître, puis c'est son projet de vie. Au contraire des entrepreneurs qui partent un projet, que c'est peut-être le cas initialement, mais puis qu'ils le vendent ou qu'il y a une autre opportunité, qui va partir un autre projet connexe, qui va vendre ça, qui va bâtir d'autres choses en même temps, multi-entrepreneur finalement. En ce moment, tu t'identifies dans quel côté de la cour? C'est une bonne question. Pour l'instant, je pense que je suis dédié à 100% seulement à cette entreprise-là. Par contre, c'est sûr que je suis à la recherche avec d'autres courtiers. Là, donc, on essaye d'acheter d'autres compagnies, là, que ce soit des compétiteurs. Donc, l'acquisition. OK. Oui, tout à fait. Ou que ce soit, on est en train de travailler sur des nouveaux modules qu'on veut rajouter à nos solutions pour aller un peu plus à l'international. Donc, avoir une solution complète all-in-one. J'aime ça. Donc, oui, on est ouvert à l'achat. C'est sûr que ça demeure tout le temps un défi aussi. Ça, c'est un défi dans lequel je suis un peu plus confortable aussi avec mes bases. Revenons un petit peu dans le passé. Tu m'as parlé de tes parents brièvement, ton père en informatique. Est-ce que c'était l'entrepreneuriat? C'était quoi un petit peu justement le rôle de tes parents au niveau carrière? Bonne question. Je dirais que c'est le niveau entrepreneurial vient peut-être plus de mon grand-père. OK.
Donc, c'est une personne pour qui j'ai toujours eu beaucoup d'admiration. C'est quelqu'un à qui j'étais très proche. Right. Lui, il a toujours eu ses entreprises Dans aussi. Quel domaine? Lui, il était dans la plomberie. Totalement différent, c'est ça. Mais c'est pas grave. Ce que j'ai découvert avec lui, c'est un peu la passion. Je voyais la passion. C'était quelqu'un qui était très généreux. Généreux de son temps aussi. Je me souviens, j'étais très jeune, j'allais travailler avec lui, on se promenait, on allait visiter des gens, puis c'est ça qui venait me motiver, de voir que tu peux être passionné par ton travail, de voir que... Puis aussi la flexibilité qui vient avec tout ça aussi, fait que l'entrepreneur travaille très fort, mais ça lui donnait la flexibilité de passer du temps avec moi pendant la journée, contrairement à quelqu'un qui est salarié. Qui est salarié, exactement. Oui. Puis tu sais, c'est pas pour... juste faire une parenthèse, parce que les gens, des fois, on peut entendre ça, puis ils disent « OK, mais là, vous bâchez les salariés, c'est pas ça. C'est de montrer les deux côtés. Tu sais, il y a des côtés négatifs très, très pesants au niveau d'entrepreneuriat, côté positif aussi. Les deux côtés. Puis c'est de savoir... de se comprendre puis de se connaître. Peut-être que t'es fait, là, tu sais, justement, tu testes entrepreneur, tu te dis « OK, j'aime ça les hauts puis les bas, j'aime ça les fameuses montagnes russes, puis vivre ça. Au contraire, je déteste ça, l'incertitude. Je suis fait pour être salarié ou un numéro 2, numéro 3 dans une entreprise. Hey, pour moi, c'est un succès incroyable aussi. Fait que c'est juste une petite parenthèse. Fait que l'entrepreneur est venu à travers ton grand-père. Tu étais proche de ton grand-père, je veux dire, est-ce que tu le suivais dans ses jobs? C'est quoi un petit peu le mentorat qu'il te donnait? Comment tu peux... Je sais pas si c'était un mentorat. C'est juste que j'étais proche de ma famille aussi. Là, tu vois ta famille toutes les fins de semaine et tout ça. Fait que c'est sûr que ça a été une grosse partie de ma vie. Puis si on revient à ça, l'opposé, c'était mon père. Mon père, lui, c'est un très excellent gestionnaire. S'il avait voulu, je l'aurais engagé pour travailler avec lui. Mais là, il était à sa retraite maintenant. Mais mon père, c'était tout le contraire. C'était la sécurité d'abord. Make sense. Par contre, mon père m'a rarement donné des conseils, mais un des conseils que je me souviens de lui, c'était... Puis c'est un conseil qui est très mitigé, je te dirais. OK, c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec ça, mais il m'avait dit, Jonathan, écoute, parce que quand j'ai terminé mes études, je voulais aller faire un MBA. Puis il m'a dit... Je te vois pas aller faire un MBA. Pour vrai, ton père t'a dit ça? Mon père m'a dit ça. Puis il dit, écoute, plus que tu en connais, plus que tu es capable d'analyser, plus que tu vas avoir peur du risque, puis moins que tu vas être capable d'accomplir, de te lancer en affaires, puis d'accomplir tes projets. Donc, ça a été difficile pour moi à ce moment-là. J'ai pas réalisé... C'est fort comme phrase. Oui, puis venant de lui, qui est un extrême intellectuel, le gars toujours dans ses livres. Il pourrait dire, hey, vas-y, tu sais, puis... Oui, exactement, tu sais, puis ça m'a fait drôle parce que c'est rare qu'il me donne des conseils aussi. Interesting, OK. Fait que je l'ai écouté, je me suis lancé, puis je pense que par après, j'ai compris. Tu sais, il y a un paquet d'erreurs que j'ai faites, mais j'ai appris de mes erreurs, puis je pense que si j'avais eu trop d'informations... être un entrepreneur, c'est aussi être capable de prendre des décisions sans avoir toute l'information. Donc, si tu attends toujours d'avoir trop d'informations, si tu analyses trop, tu ne prends pas de décision, tu n'avances pas. Donc, je pense que c'est mieux de prendre des mauvaises décisions, mais de prendre des décisions que de ne pas prendre de décisions. Que d'être dans l'inaction. Exactement. Fait que, c'est ça qui a fait. Dans le fond, j'ai gardé peut-être le côté de mon grand-père qui me donnait un peu l'énergie, la prise de risque. Tout ça. Ah oui, OK. La fougue, la prise la prise de risque, mais en même temps, j'ai le côté de mon père qui a le côté sécuritaire aussi, qui fait que j'avance pas aveuglément. J'avance vite. Mais j'avance de façon... Mais de ce que je comprends, tu as les fameux tests de couleurs. Tu es comme, évidemment, dans le rouge, mais rouge calibré, tu sais. Rouge calibré. Et non, on dit, écoute, on gamble tel montant, on fait un coup en ce moment, on l'essaie. Tu sais, je pense que c'est des coups qui sont pensés, qui sont préparés. Fait que d'aller dans l'analyse, mais pas dans la paralyse. Il y a ce concept-là dans paralyse par analyse. Tu sais, ça fait que beaucoup d'entrepreneurs ne se lancent pas. Encore hier, je parlais dans un podcast le fameux, évidemment, le plan d'affaires. Classique plan d'affaires. Je veux dire, très pertinent quand on a besoin évidemment d'aller chercher du financement. Make sense. Mais quand c'est ta première business, puis que tu prends des journées, des semaines à bâtir 45 pages, puis que après, ta clientèle change, ton offre de service change, c'est quoi la pertinence de passer autant de temps avant même d'avoir testé puis de vendu ton produit ou ton service? Moi, mon two cents, c'est comme c'est pas si pertinent que ça. Fais peut-être un business model canvas au début. Juste un one-pager.
puis il va de l'avant. Mais ça revient un petit peu aussi à ta question du départ. Tu disais pourquoi tu étais entrepreneur, puis finalement, tu es devenu, tu es rendu à un modèle repreneur avec Empress. C'est ça. Être entrepreneur, c'est... Comment je pourrais dire? C'est romantique, mais c'est brutal. Je veux dire, au niveau des chiffres, tu veux dire? Ben, au niveau du travail, au début, tu pars, t'es seul, tu bâtis l'entreprise, ça fait 1 an que tu travailles là-dessus, tu as fait une vente, mais là, tu n'es même pas capable, c'est long à livrer quand tu fais un SaaS. Un SaaS, le client, il ne paye pas tant qu'il n'est pas heureux. Là. Fait que ça te prend quelque ça te prend des reins solides, du cash flow, c'est tout ça. Ben, c'est ça. Puis tu payes des ressources, ça coûte cher, etc. Fait que disons que d'y aller Puis j'ai fait beaucoup d'erreurs aussi. Là, quand tu commences tout ça, j'ai appris de ça. Maintenant, j'ai un petit peu plus d'argent, donc ça m'a permis de racheter. Puis ça m'a permis peut-être de sauver ces années difficiles-là aussi. Fait que ça me permet de mieux exploiter peut-être mes forces, puis d'aller plus scaler l'entreprise, améliorer le produit, aller viser une croissance un peu plus à l'international aussi maintenant. J'aime ça. Donc, c'est ça. Avant de tomber dans Empress, j'ai une dernière question plus... évidemment, je veux juste développer un petit peu là-dessus. Ton amour pour l'informatique, c'est venu, tu me dis, à 8 ans, je gossais puis je réparais des ordres. Je veux dire... faut quand même que tu avais un gut feeling, un intérêt initial de travailler sur ces machines-là, puis après de développer une carrière en techno. C'est venu peut-être de ton papa, qui te montrait ça, ou c'est intérieurement, tu disais, hey, ça me parle, mettons. C'est ça? Intérieurement. That's nice. Oui, je suis pas capable de dire ça vient d'où. J'ai beaucoup de passion. Entre autres, les sports. Oui? J'ai beaucoup de passion, mais quand je suis passionné, je vais à 100 000 à l'heure. Oui, c'est ça, exactement. Mais je peux pas te dire d'où est-ce que ça vient parce que je connais personne qui était passionné. Right. Non, en fait, je me trouvais à devenir le technicien dans la famille. Oui, c'est ça. Celui qui se fait appeler pour à peu près n'importe quoi. Là, mais je pense qu'une passion... je peux pas te répondre à ça. Je comprends, man. Ben, des fois, c'est... Puis l'entrepreneuriat aussi, dans le sens, moi, je le vois comme une passion parce que, je vis de ma passion à travers le podcast, mais mettons, je suis tombé sur une vidéo YouTube où j'en ai parlé avec des gens, j'ai rencontré les bonnes personnes, mais la petite flamme initiale, on dirait que c'est un désir d'essayer d'autres choses, un désir de développer whatever changement, d'essayer. Puis après, tu dévoues quelque chose qui était exceptionnel. Switchons, qu'est-ce qui est arrivé? Fait que là, t'as eu quelqu'un qui t'a approché pour l'achat de ton entreprise initialement que tu avais lancée. Comment t'as vu, dès que tu as reçu cette offre-là, comment tu t'es senti? T'étais-tu prêt à accepter? Tu t'es dit, hey, attends, mais là, s'il y a quelqu'un d'intéressé, ça veut dire que peut-être que évidemment, je suis en mesure de croissance, peut-être aller chercher un petit peu plus. C'est comme un petit peu ton self-talk, tu étais prêt à faire une transition? C'est quoi ton... Honnêtement, personnellement, j'étais pas prêt à faire une transition. C'est ça, OK. C'était une décision qui a été plus familiale. Là. Donc, tu sais, comme je disais tantôt, c'est quand tu commences, tu investis énormément d'argent personnel. Ben oui. Fait que c'était une façon un peu d'aller rechercher l'argent que j'avais mis dans le projet. D'aller sécuriser, oui, c'est ça. Puis d'accomplir aussi en même temps certains projets et ambitions que j'avais qui n'étaient pas encore réalisés. Donc, c'était plus une décision monétaire et familiale. Which is super fait. Ben, c'est ça, exactement. Là. Fait que, ouais. Qu'est-ce qui t'a amené justement à lire... comment tu es tombé sur la piste d'Empress, en fait? Ah, c'est ça. Fait que Empress, il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient dans Empress. Ça faisait 1 an et demi, 2 ans que je cherchais une entreprise. C'est pas si facile que ça. Tu faisais la recherche active, là. Ben oui. Ouais, c'est pas facile d'acheter en technologie. Il y a beaucoup d'acheteurs pour les entreprises, pour un vendeur. Surtout les compagnies en SaaS. Hein. OK. Je dirais que ce que je recherchais, ce que j'ai vu dans Empress, c'était la robustesse de la solution. C'est une solution qui est utilisée par les banques majeures. C'est une solution qui est recommandée par les institutions financières majeures aussi. Donc, on a beaucoup de clients qui arrivent par eux aussi, entre autres. Empress, le réseau de revendeurs, c'est impressionnant. Donc, c'est la solution qui a été choisie par une des plus grandes entreprises en TI en Amérique du Nord. Donc, c'est sûr qu'on se retrouve à avoir une grosse équipe de vente qui nous revend principalement au Canada. OK? Donc, c'est sûr que la compagnie scalait déjà.
avant même l'achat. Donc, le contrat venait d'être signé. Ça, je trouvais ça intéressant. Bien sûr. En dehors de toute la technologie et tout ça, l'autre chose qui m'avait vraiment intéressé, c'est qu'il n'y a jamais eu de marketing dans cette entreprise-là. C'est jamais... Pourtant, tu dis en Tecto, il doit y avoir une base de marketing. Ben, c'est pas vrai. Il y avait eu un minimum de marketing, mais l'entreprise n'était pas connue. Donc, je me disais, ça va être facile. Le produit est génial. Maintenant, c'est de le faire connaître. Oui. Qu'est-ce que tu t'es dit et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place dès le début pour faire connaître le produit? Ben, l'entreprise aussi. C'est ça. Normalement, quand tu achètes une entreprise, les 3 premiers mois, tu essaies de rien changer. Dans le fond, c'est ta job à toi, c'est de prendre la culture de l'entreprise, t'adapter, comprendre comment ça fonctionne. Donc, les premiers mois, il n'y a pas eu grand-chose qui a été fait. Ensuite, c'est de retourner au marché, aller voir c'est qui la clientèle, aller poser des questions aux clients. J'ai été voir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez moins aussi. J'ai découvert certaines choses. Puis là, on s'est dit, on va travailler aussi sur le produit, pas juste sur le marketing. Donc, il y a 2 mentalités. Tu as les gens qui décident le produit, c'est pas important, on va vendre. Tu les vois passer sur ton Instagram tout le temps. Puis avec un produit qui est vide. Qui est moyen médiocre. Oui, exactement. Puis nous, on a choisi l'autre approche. C'est 2 mentalités. Mais miser sa qualité. Oui, exactement. Parce que, dans le fond, Impress, dans le marché, on a celui qui a le plus de features. Donc, c'est vraiment notre force. Donc, la grande entreprise, ils viennent chercher notre solution. La moyenne grande, on a aussi de la PME, des dépanneurs qui utilisent ça. Fait qu'il y a tout type, pas tout type, mais quand même... Oui, c'est juste que notre force, c'est qu'on est capable de desservir les entreprises quand ils vont grandir. C'est pas parce qu'ils tombent à 100, 200, 500, 1000, 5000 employés qu'ils vont être obligés de changer de solution avec la note. C'est peut-être l'enjeu aussi de plusieurs entreprises de dire, OK, là, on investit dans un nouveau logiciel. Normalement, tu vas investir dans une solution simple. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est de garder notre profondeur. Mais d'améliorer notre UX. C'est ça notre défi actuellement. Donc, mi-mars, on va avoir terminé de livrer notre belle solution. Puis, dans le fond, ça va être de rendre toute notre profondeur un peu invisible pour les clients. Fait que, profondeur invisible, OK. On veut que ça devienne simple, mais garder la profondeur de notre solution. Fait que, on est toujours mitigé entre, OK, on a beaucoup de features, on a une solution complète. Puis, est-ce que sinon, on veut aller avec un UI simple pour livrer une solution plus basic? Donc, on essaie de garder les 2 dans notre prochaine version. Puis, c'est ça, ma version qui va sortir mi-mars. Je pense que ça va faire le plaisir de beaucoup de clients. Et, clients actuels ou des prochains clients? Clients actuels, mais c'est dans notre expansion aussi à l'international. On a fait une grosse veille technologique. Fait qu'on ne se compare pas beaucoup aux joueurs nécessairement canadiens parce que le marché avec les revendeurs qu'on a, on est déjà bien implanté. Ça nous intéresse de scaler, continuer à scaler partout au Canada, c'est sûr. On a encore beaucoup de parts de marché à aller prendre. Par contre, pourquoi pas regarder les leaders plus à l'international quand vient le temps d'améliorer ta solution, puis se comparer à eux, mais pas juste se comparer à eux, voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux qu'eux. Donc, on travaille sur des modules de AI. Je pense qu'on va probablement être dans les meilleures solutions là-dessus aussi. Si on peut finir par le faire marcher, là, mais tu as des milliers de critères à tenir en compte pour amener quelque chose d'intéressant. Donc, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Oui, parce que tu te compares à des grosses entreprises internationales, tu dis, OK, oui, ils font des gros chiffres, ils ont vraiment un énorme impact, mais est-ce que leur formule est parfaite aussi? Fait qu'on tu regardes les bons points, les très gros points, puis les points améliorés. Moi, j'adore ça. Fait que quand tu es rentré justement dans cette nouvelle entreprise-là, dans Impress, la structure, ça ressemble à quoi? Combien d'employés, les collaborateurs, les fournisseurs? C'était quoi un peu? Est-ce que c'était un petit peu broche à... Bien évidemment, quand tu achètes une entreprise, tu fais tes due diligence, tu checkes tout ça, mais ça ressemble à quoi, là, mis à part le marketing? Toutes les autres choses. Pour être honnête, c'était une entreprise qui était sur le hold. Ça allait très bien. Le développement logiciel continuait à se faire, mais il n'y avait pas beaucoup de... C'était pas une entreprise qui scalait indépendamment du réseau de revendeurs. Donc ça, c'est la première chose qu'on a dû regarder. OK. Quoi d'autre? Niveau employé, vous étiez à... C'était on était une dizaine d'employés. On devrait être, avec le chiffre d'affaires qu'on a, une vingtaine ou une trentaine d'employés en ce moment.
je veux juste prendre le temps de faire bien les choses. Fait que, tu sais, on pourrait se mettre à courir, puis se lancer partout, puis faire n'importe quoi. On a un plan à réaliser, puis on peut pas aller nécessairement plus vite. Donc, le but, c'est lentement, mais sûrement. Mais pas lentement. On va y aller, mais avec on veut scaler, mais de façon contrôlée. OK? Donc, on ne veut pas se lancer n'importe où. On a une vision claire. On veut s'y rendre. Puis, on ne veut pas vendre n'importe quelle solution pour vendre n'importe quelle solution. On a déjà plusieurs autres modules à notre solution qu'on n'a même pas encore commercialisés. Donc, on aime bien s'assurer que tout soit parfait avant d'aller commercialiser tout ça. Votre solution s'adapte à tout type d'entreprise. Tu m'as dit autant des PME que des grandes entreprises. Est-ce qu'il y a un type d'entreprise qui se dit t'es pas prêt pour mon service, t'es pas prêt pour mon produit, du moins, excuse-moi, pour mon produit, ma solution? T'es très, très petite, I guess? Ben, même à ça fait quand même du sens parce qu'on a des applications mobiles, donc ça coûte à peu près rien. Donc, tu t'adaptes. Si tu as 2 employés, ben ça va. Tu vas payer pour 2 employés, donc ça ne sera pas cher non plus. Donc, ça peut fonctionner pour la petite entreprise, la PME, la moyenne et la grande. Je dirais que les nouveaux modules qu'on va apporter vont pouvoir aider aussi les plus petites entreprises aussi à scaler plus facilement pour amener une croissance dans ces entreprises-là. Fait que, tu sais, tout le développement qu'on est en train de faire pour l'international, je parle toujours de l'international, mais tu sais, on demeure une entreprise québécoise. Bien sûr. Puis avec une vision internationale. Les premiers à en bénéficier, ça va être nos clients québécois. Tu sais, je dirais 97% de nos clients sont au Canada. Oui, je te coupe, excuse-moi, là, mais c'est super cool. Puis je me demande, évidemment, votre solution s'adapte bien au contexte québécois. Est-ce que c'est autant adaptable au contexte international, même au côté anglophone canadien? Y a-t-il des changements, justement, de features qui s'adaptent bien mieux ici ou ailleurs? C'est quoi un peu les différenciations? Ou pas partout, je sais pas. Là. Ça s'adapte partout. Par contre, il y a des différences, c'est sûr. OK. Donc, le langage, on s'entend, mais à part le... Oui, à part le langage. Les règlements ne sont pas les mêmes. OK. Au niveau HR, dans chaque pays a chacun ses règlements pour les employés. L'utilisation du AI, les données doivent changer aussi à travers tout ça. C'est ça. Les pays différents, Le AI, pour ce qu'on développe, d'après moi, il n'y aura pas tellement de différence parce que les données ne passent pas nécessairement par des clouds externes. Mais je dirais pour l'international, surtout, ce qu'il faut travailler, c'est qu'on est en train de se nicher. C'est des multinationales qui sont capables de faire à peu près tout, qui sont dans tous les scénarios. Par contre, on a des demandes de des clients dans certaines industries pour certains types de solutions qui n'ont pas une solution parfaite. Les grandes entreprises du type multinational vont offrir ma solution, puis c'est my way or the highway. Il n'y aura rien de personnalisable, il n'y a rien de vraiment adapté. Donc, pour un joueur qui est plus petit comme nous, notre façon, ça va être de se nicher puis d'aller offrir une solution. C'est un avantage pour vous. Oui, c'est ça, exactement. Fait qu'on va offrir une solution très précise à certains besoins. Puis, les revendeurs vont pouvoir partout dans le monde revendre notre solution. Puis, ça va les aider, eux aussi, à revendre leur solution. J'ai une très bonne question, mais avant de la poser, j'en ai une autre. Ça fait un lien avec un produit qui s'adapte à plusieurs entreprises. Si on switch cette question-là, pour toi, dans tes propres valeurs, tes critères, c'est quoi un client parfait? Les clients qui choisissent notre solution en ce moment, c'est des entreprises qui ont des employés qui travaillent tous avec des horaires atypiques. OK. Donc, je dirais n'importe quelle entreprise qui ont des horaires atypiques. Donc, tu dois gérer tes employés, décider qui commence à quelle heure, qui finit à quelle heure. Tu dois planifier des échanges de shift. Donc, quelqu'un ne peut pas rentrer, il est malade, parfait, c'est envoyé dans la liste. On va suivre l'ancienneté ou on va suivre le salaire ou peu importe, selon les règles qu'il y a dans l'entreprise, on va échanger. Donc, toutes ces choses-là, la communication entre les gens, c'est ce qui fait, fait notre force. Donc, c'est à chaque fois que tu as des horaires atypiques, je dirais que c'est un client qui est parfait pour nous. Donc, dans le manufacturing, dans le commerce de détail, dans plusieurs types d'industries aussi. Là, on sait que ces industries-là, c'est des bons clients pour nous. J'imagine aussi, probablement que tu regardes évidemment un client qui est
prêt à payer pour la solution, qui paye on time, mais mis à part ça, quelqu'un qui s'implique aussi dans le processus. Si on parle du processus d'implémentation du produit dans une entreprise, c'est une timeline de combien de temps, à quel moment il faut que l'entreprise ou le représentant s'implique, c'est quoi un peu le workload? Comment ça fonctionne tout ça? C'est une bonne question. Je ne sais pas si je veux parler de tout ça, mais en fait, OK. L'implantation actuelle, comment ça fonctionne, c'est qu'on le fait en 4 rencontres. On est en train de travailler là-dessus pour faire un onboarding automatique. Donc, c'est dans nos projets de mi-2026. Je n'ai pas une date encore précise là-dessus parce qu'il faut livrer notre projet de mars en premier pour avoir une date sur ce projet-là. Donc, les gens vont... c'est ça, on travaille sur un onboarding automatique qui va satisfaire la PME. Oui. Pour la grande entreprise, ça ne sera pas possible. Donc, il va sûrement rester 1 à 2 séances. Right. On croit au AI, mais dans notre cas, ce qui nous différencie de certains compétiteurs, c'est qu'on a vraiment des humains qui travaillent à toutes les étapes avec le client. Avec les clients, ils nous appellent puis ils sont tannés de parler à un module de AI puis de ne pas avoir leur réponse. Fait que c'est comme, je sais que je t'appelle, tu réponds à ma question tout de suite. C'est tout de suite, j'en ai besoin parce que ma paye, c'est dans 2 jours. Je veux que ça marche. Là. Ouais. Fait qu'on ne va jamais s'éloigner puis on ne va jamais enlever ça à 100%. Côté humain. Oui, je pense que c'est important encore de nos jours. Puis je pense que ça va probablement toujours rester parce qu'il y a des choses que le AI ne peut pas régler. Donc, on veut automatiser, on veut mettre 100%. Du AI, mais pour les gens qui veulent nous contacter, on va toujours rester disponible avec des ressources. Le contact humain va toujours rester. Puis si on va plus at large, par exemple, tu reçois une lettre dans ta boîte postale chez vous, tu dis « What? C'est pas un bill, mettons une facture à payer. » là. Tu dis « Ah, c'est cool, c'est quelqu'un qui m'envoie ça. » Puis auparavant, c'est comme on se faisait flouer par ça. On se faisait envoyer énormément de lettres. Puis là, au contraire, les courriels, c'est un peu genre, on était curieux d'avoir des courriels, tu sais. Fait que, de revenir à cette formule-là plus humaine de contact, parce qu'on sait que ça prend plus de temps versus automatiser quelque chose. Puis c'est extrêmement pertinent d'avoir des logiciels pour automatiser, faire des connexions, être plus rapide, d'efficacité, mais aussi de prendre le temps avec l'humain. Tu sais, de service client, ça, c'est number one, 100%. Fait que de garder ça, très bon move, je crois. Puis c'est ce qui va faire peut-être perdurer aussi, de dire, hey, je travaille avec, par exemple, Impress, je travaille avec Jonathan, versus travailler avec une grosse entreprise qui a juste des processus automatiques. Exactement. Puis, tu sais, même ça, je vois qu'il y a des nouveaux services de réponse au téléphone AI, dans le sens, fait que la personne, c'est un AI qui te répond, qui analyse ta réponse. Fait que je trouve que c'est correct pour certains outils, mais en même temps, j'aime ça. On aime ça encore parler aux humains. On a besoin de ça. En tout cas, de converser. Pour l'instant, on n'a pas besoin d'aller dans cette direction-là. C'est pas nécessaire. Si on se met à scaler puis on n'est pas capable d'engager assez de monde au sport, ben peut-être que ça va changer. Pour l'instant, le modèle d'affaires est comme ça. Puis moi, ça résonne mieux avec moi aussi. Je suis quelqu'un de très axé humain. Je pense comme toi. Fait que, je pense qu'on va garder ce style-là. Je trouve que l'AI est tellement surutilisé, là, dans les termes AI, intelligence artificielle, ChatGPT, tellement tout le temps utilisé, surtout dans l'industrie de la techno. Comment tu vois ça? T'sais, c'est une belle utilité, c'est un... Right? Je veux dire, est-ce qu'on en parle? C'est-tu trop clickbait pour ce que c'est en réalité? Je suis tellement tanné de voir ça. C'est comme... Notre formule AI qui vient de sortir. Je veux pas nommer personne, rien, mais c'est fatigant. Tout le monde dit « Ah oui, nous, on a du AI, regarde, on est capable de faire ça. » Mais c'est juste une automatisation, c'est juste des règles d'affaires. Fait que 99% du temps que j'entends du AI, c'est jamais du AI. C'est pas un modèle AI. Tout le monde dit « Ah, c'est cool, vous faites du AI. Ah, nous aussi, on fait du AI. » Non, c'est pas du AI. Attends de comprendre c'est quoi du vrai AI. Là, moi, je trippe AI. Ouais. Je trippe sur le fait que on peut prédire certaines choses sans même les comprendre. D'avoir 1 milliard de neurones qui se séparent puis d'être capable de déterminer après ça pourquoi tel neurone vont... je sais pas, pourquoi quand tu as tel neurone, tu vas avoir un cancer à l'âge de 57 ans quand tu analyses ça. Pourquoi... il y a des jeux à l'ordinateur que j'aimais beaucoup, mais pourquoi quand on met tel neurone ensemble, tu peux arriver à battre telle personne et ça, puis faire des entraînements, faire des choses qui vont t'amener tellement plus loin, fait que 100%. Oui, ça va aider l'humain, oui, ça va faire sauver du temps, mais le vrai AI,
il y a peu de gens qui l'utilisent encore pour le moment. Et moi aussi, je suis tanné de l'entendre galvauder à gauche et à droite parce que ça fait perdre un peu la crédibilité. On a un paquet d'automatisation. Tout le monde dit, c'est pas du AI. On a des automatisations sur lesquelles on a mis des règles. Puis éventuellement, on va avoir du vrai AI. Puis ça va être intéressant. Ce que tu me dis, dans le fond, c'est que, évidemment, c'est surutilisé, ce terme-là, mais c'est parce qu'on ne comprend pas, dans le fond. On ne comprend pas réellement ce que c'est du AI. Ouais. OK. Parce que les gens analysent des données puis ils disent que c'est du AI. Mais tu sais, c'est pas du AI, c'est pas de faire du reporting. Non. Non. Fait que c'est ça, non. Je comprends. Souvent, le AI va prendre des décisions puis tu seras même pas en mesure de savoir pourquoi il a pris cette décision-là. Tu sais, il ramasse tellement de données puis il crunch tellement de choses. Qui va te sortir des choses des fois qui feront même pas nécessairement du sens pour toi au départ. Tu sais, donc, ça demande beaucoup d'entraînement puis beaucoup de données pour monter des vrais modèles de AI. Puis on parle beaucoup de l'AI pour les données, mais je trouve que, évidemment, on sait, là, la génération d'images, de plus en plus, on regarde il y a 2 ans, les premières images qui sortaient, ça avait pas de bon sens, tu sais, comment c'était pas beau, là, tu sais. Puis aujourd'hui, c'est presque human-like, là. Fait que tu dis dans 6 mois, 1 an, tu sais. Fait que ce développement-là aussi, ça chamboule énormément d'industries. Puis après, tu te dis, écoute, en tant que salarié, en tant qu'employé, comment je fais pour me sortir de là? Est-ce que moi, je vais me faire slacker? Est-ce que je vais perdre mon poste? Mais en réalité, moi, si tu me poses cette question-là, ben c'est un peu inévitable. Fait apprends à utiliser ces outils-là, apprends à être performant, intéresse-toi, éduque-toi, propose ça à ton employeur. Regarde, je vais aller chercher telle formation, je sais que ça s'en vient, on pourrait implémenter ça. Sois en avant du marché, de la demande. C'est plutôt que de démoniser ça. T'sais, ça, c'est un autre sujet intéressant, mais c'est un peu... Je sais pas. C'est comme si tu me disais t'es réfractaire à automatiser des tâches. Ça me fait penser à mes grands-parents qui, quand ils allaient à la caisse populaire, ils voulaient seulement aller parler à la madame. Ils ne voulaient pas aller au guichet. C'est un peu la même chose. T'sais. Moi, j'ai pas de temps à perdre. Puis encore, c'est rare qu'on va aller au guichet. Là, tu peux tout faire par Internet. Mais c'est le même principe. Adapte-toi, utilise la technologie. Il va y avoir des nouvelles jobs qui vont se créer aussi. C'est ça. Fait que les choses vont simplement changer. C'est juste ça. Peut-être que tu ne perdras plus de temps à faire beaucoup de tâches dans ta vie. Tu vas peut-être avoir des robots chez vous. Tu vas peut-être avoir... Mais ça va être autre chose. Rien ne se perd, tout se transforme. Exactement. On a parlé beaucoup de l'international. Ton objectif, c'est ça. C'est quoi ton plus gros challenge pour te rendre là? Qu'est-ce que tu vis actuellement? Donc, on est le 30 janvier 2026. Qu'est-ce que tu vis actuellement? Si on regarde ce qu'on aimerait accomplir avant la fin de l'année, vraiment, là, je le casserais en 3 modules. Fait que, il y a le côté fonctionnalité. Okay. Donc, on veut rajouter un paquet de nouveaux modules à notre offre pour être capable d'être un all-in-one pour nos clients. Bien sûr. On veut améliorer notre expérience utilisateur. Ça, c'est ce qu'on veut faire pour mi-mars. Ouais. Okay. On veut développer une solution très nichée pour certaines industries. Puis finalement, ben, on veut que cette solution-là soit revendue à l'international. Donc, je pense que le côté international va se faire peut-être un peu plus avec le côté niché de notre solution, parce que même si on a un all-in-one, il y a plusieurs multinationales, mettons aux États-Unis, qui offrent aussi un all-in-one de ce genre-là. Par contre, on va pouvoir se différencier parce qu'on va avoir une solution qui va être unique dans certains marchés. Donc, je pense que ça va être par le côté niché et unique de la solution, là, qui répond à certains besoins qui ne sont pas répondus encore pour le moment. Fait qu'être en avance puis d'offrir quelque chose d'innovant, évidemment. Là. Exactement, l'innovation. On saute du coq à l'âne, Jonathan. Tu m'as noté dans notre rencontre préparatoire que tu voulais engager des jeunes, principalement. Peut-être pour le côté créativité, innovation, bâtir, croître. C'est quoi un peu, engager l'avenir? Comment tu vois ça d'encourager un peu la jeunesse, d'avoir différentes cultures, différents langages? C'est quoi la valeur justement d'avoir une équipe diversifiée de cette manière-là? Je crois beaucoup au côté diversifié. On a beaucoup de gens qui sont là depuis le début. Donc, Empress existe depuis 17 ans.
Okay. Oh wow, je savais pas. OK, quand même. On a des gens, ça fait 1 an et demi que j'ai racheté, mais il y a des gens qui sont là depuis le départ. Là, fait que quand j'ai racheté, il y avait un paquet d'actionnaires. Là, je me souviens plus, une dizaine d'actionnaires. Il y avait du monde. J'ai racheté tout le monde, sauf une personne qui, lui, était un développeur qui est là depuis le départ. OK? Fait que lui, il est resté dans l'aventure. Mais il y a des gens qui sont là depuis le départ. Là. Fait que, on n'a pas vraiment de churn à l'intérieur, de roulement d'employés, je veux dire. Donc, ce que j'aime faire, étant donné qu'on a l'expérience, c'est de rafraîchir l'équipe avec des nouvelles idées, nouvelles choses. Puis, tu sais, c'est le fun parce qu'ils vont ramener des choses que... ils vont voir outside of the box. Fait que, ils font plus partie de la technologie. Bien sûr. Fait que, là, justement, là, on relance plus le côté réseaux sociaux, des choses qui, pour moi, je suis pas si vieux, mais je voyais moins la pertinence en B2B, étant donné que c'est un domaine très business. Mais tu vois, ils ont réussi à me convaincre. Puis ce que j'aime 100%. Aussi, ça s'applique peut-être pas à tout le monde, mais j'aime m'entourer de gens qui sont pas des yes men. Puis j'ai remarqué que je me fais énormément challenger par tous les derniers jeunes qu'on a engagés dernièrement. Quand tu dis jeune, excuse-moi, c'est-tu génération Gen Z? On parle de 20 ans? Ben non, on parle de mettons, à partir de 20 ans. Oui, c'est ça. Fait que c'est exactement des ça. gens qui terminent l'université. Ils sont pas gênés de dire, écoute, là, c'est quelque chose qui marche pas ou je te conseille de... Ouais. Exact. C'est le fun parce que... tu sais, je suis là aujourd'hui parce que j'aime ça sortir de ma zone. C'est vrai, 100%. Tu sais, pour moi, c'est pas naturel, tout ça. Sauf que... c'est correct. Sauf que j'aime ça, tu sais, puis j'aime me faire challenger. Oui. J'aime les nouvelles idées. Oui. Puis, tu sais, j'aime la technologie, donc j'aime apprendre. Donc, tu sais, quand on choisit des gens dans l'entreprise, ça fait partie des critères. J'aime avoir des gens curieux, des gens qui aiment apprendre. 100%. J'aime me faire challenger. Pas des yes men. Comme tu dis, ça avance pas. C'est ça. Si tu t'entoures juste de yes men, c'est le fun. L'ego est flatté. Mais l'entreprise, elle va plafonne. Tu vas avoir des gens qui disent, OK, mais sans être méchant, là, mais genre, des fois, ça peut être brusque, là, mais dire, regarde, une critique constructive, si on parle du marketing, tu disais B2B, je pense pas que ça va s'adapter. Des fois, les gens me disaient, tu publies sur TikTok, mais ma clientèle n'est pas là. Ça part on s'en fout. C'est comme... Parce que un propriétaire d'entreprise peut aller sur TikTok, par exemple, je donne une petite parenthèse, là, pour consommer du contenu, pour avoir du plaisir, puis il tombe sur ta capsule et dit « Ah, c'est dommage sharp. OK, c'est nice, c'est intéressant. » Ben là, il va switcher sur LinkedIn, qui est un réseau d'affaires, mentalité de collaboration, de business, puis il va aller voir justement ton profil, ton entreprise. Donc, toutes ces plateformes-là, là, c'est des panneaux publicitaires. Là. Pourquoi tu dirais non, un panneau publicitaire, c'est à 40? Tu sais, il faut le voir de même. Puis le marketing, c'est ça. Et même, j'irai encore plus loin. En 2026, le marketing, c'est plus un bonus. C'est plus comme on a du fonds supplémentaire, on va faire de la publicité, on va faire de la création de contenu. D'après moi, là, c'est nécessaire pour la longévité de l'entreprise. Parce que, ce qu'on fait aujourd'hui, l'exercice, c'est, oui, de parler d'entreprise, mais allons plus loin, c'est parler de t'es qui toi? C'est pourquoi j'irais travailler avec Jonathan. Pour vrai, là, parce que tu es représentant d'entreprise. Fait que pourquoi j'irais investir dans ta solution si je te connais plus ou moins? Puis que oui, peut-être ta solution est exceptionnelle, mais t'es qui toi, tu sais? Tes valeurs, est-ce que je suis prêt à m'associer à cette personne-là? Fait que c'est un peu l'exercice qu'on fait aujourd'hui à travers ça, puis créer du contenu, évidemment, à travers ça. Mais c'est ça la game. D'après moi, les réseaux sociaux, personal branding, de parler de ses valeurs, de parler de ses ambitions, de parler de sa vision. Fait que j'adore que il y en a beaucoup qui diraient, moi, j'ai pas besoin de ça, ça va bien, les chiffres roulent, ça sert à rien. Mais je vois que tu es prêt, justement, à changer ce statu quo, changer cette mentalité-là. Exactement. That's really nice. Fait que tu te fais challenger par des jeunes. C'est pas juste par des jeunes, tu sais, je veux dire. Différents âges. Oui, on est très diversifiés aussi. Puis, on a des gens en Europe, on a du monde à Dubaï, comme j'expliquais tantôt. Tu sais, on a du monde de tous les âges. Fait que ça devient intéressant, tu sais, à tous les points. Quand tu développes un produit, si tu es jeune, tu vois pas ça, tu vois pas l'expérience de la même façon. Tu sais, eux autres, ils sont toujours... Tu vois plus le côté mobile. Tu sais, moi, je vais pas utiliser le punch, je vais utiliser mon cellulaire, je vais faire ça. Fait que ça l'amène d'autres perspectives, tu sais. C'est ça. Mais ça amène d'autres challenges, genre de motiver les gens à venir travailler au bureau. Fait que, tu sais, encore, il faut trouver des solutions pour faire ça, tu sais. Exactement. Sinon, c'est super cool. Puis là, ça me fait penser à un point intéressant. Un an et demi, quand tu es rentré les 3 premiers mois, c'est de se familiariser avec la structure, l'entreprise. Mais après, c'est, tu sais, les gens qui sont là depuis 17 ans, mettons, on peut avoir peur, mettons, je suis un salarié, puis là, OK, l'entreprise se fait vendre, ça se fait reprendre par un autre entrepreneur que je connais pas. Tu sais, est-ce que je vais perdre ma job, mais est-ce que, genre, ça va évoluer, est-ce que ça va changer, tu sais, le salaire, comment ça va fonctionner? Comment tu fais pour
amener cette confiance-là à ces gens-là, ça fait longtemps qu'ils ont bâti ça à travers l'ancien propriétaire. Right? Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Comme j'expliquais tantôt, je pense que les 3 premiers mois, c'était à moi de m'adapter à la culture d'entreprise. Exactement. Ces gens-là sont habitués de travailler d'une certaine façon. Ils ont leur façon de voir les choses. Fait que tu n'arrives pas pour changer nécessairement les choses au départ. Une fois que tu connais bien les gens, là, mon style de leadership est très ouvert et participatif. Donc, comme j'expliquais tantôt, j'aime bien faire participer tout le monde aux prises de décision. Quand c'est ça, c'est pas parce que tu es dans un poste qui est moins élevé. Je consulte pas juste... Que tu es moins intéressant. C'est ça. Les décisions se font pas juste, mettons, avec des VP. Les décisions vont se prendre souvent avec toute la décision parce que j'aime me faire challenger aussi. Puis là, ta question, elle allait dans quel sens? Non, mais c'est juste intéressant parce que, tu sais, ça, ton équipe, puis de varier l'équipe après de... C'est ça. Fait que là, si tu impliques toute ton équipe, les gens sont heureux parce qu'ils font partie du changement. Puis je pense que, tu sais, tout le monde veut faire partie d'un changement tant qu'il est positif, mais, tu sais, améliorer la solution, ça va intéresser beaucoup les gens, les gens à la vente, les gens au marketing, ça va intéresser les gens, le gestionnaire de produits va être intéressé. Travailler le côté international, là, ça va faire vibrer d'autres personnes dans l'entreprise. Mais tout le monde a quelque chose qui vont les faire vibrer. Puis c'est de laisser un peu de lousse à chaque personne pour qu'ils puissent travailler sur leur projet à eux, pour qu'ils puissent vibrer, puis chacun s'accomplir aussi dans l'entreprise. Fait que tu sais, c'est un peu de développer un peu des intrapreneurs. Tu sais, je me rends compte que parce que j'aime beaucoup ça. Le côté entrepreneur, puis peut-être que les gens voient que je suis extrêmement motivé là, comme personne, je suis très intense. Inspirant aussi, de te voir aller. Puis... Moi, ça peut être ça, mais les gens, souvent, je me rends compte qu'on engage aussi un petit peu des intrapreneurs, fait que des gens avec qui, eux autres aussi, ont le succès de l'entreprise à cœur. C'est intéressant ce que tu dis, j'adore ça. Qu'est-ce que tu regardes quand tu dis intrapreneur? C'est-tu au niveau de l'énergie, c'est-tu au niveau de son parcours, c'est-tu au niveau de des initiatives, des responsabilités, la vision? Est-ce que tu es capable de saisir ça dans les rencontres d'entrevue initiales? Comment tu vois ça? C'est une bonne question, en fait. Un des challenges que je me suis fait, entre autres, pour m'améliorer, c'est, j'ai pris un psychologue autant au niveau personnel qu'un psychologue d'entreprise, pour m'aider à plusieurs niveaux. Fait que je connais mieux maintenant un peu, mes faiblesses. Puis ça me permet... Puis mes forces aussi. Fait que j'essaie de focusser sur mes forces, mais quand on bâtit l'équipe, je vais aller chercher des gens qui ont les forces que j'ai pas. Fait que, quand je sais que je suis pas bon dans telle chose, je vais focusser beaucoup là-dessus. Fait que c'est sûr que ça change un peu la façon comment tu vas faire tes entrevues. Normalement, c'est pas moi qui va nécessairement faire les entrevues, mais des fois, je vais embarquer, par exemple, sur une deuxième entrevue pour m'assurer de certains points comme ça, entre autres le fit avec l'équipe, 100%. La motivation, à quel point ils sont passionnés. Quand on engage quelqu'un, moi, dans ma tête, un de mes critères, c'est est-ce que cette personne-là, c'est une superstar. Fait que... puis comment tu décris ça, superstar? J'étais assis à une table, puis j'avais la chance d'être assis avec quelqu'un qui est milliardaire. Puis on parlait de la business, puis ça va bien, puis tout ça. Puis il dit, tu vois peut-être pas ça de la bonne façon. Il dit, au lieu de prendre ce budget-là puis d'engager 5 personnes, t'es peut-être mieux d'en engager juste une ou deux. Qui sont des superstars. Il dit, une superstar va te livrer plus que 5 personnes normales. C'est fort, OK. Ouais, fait que c'est en changeant le mindset, je pense que c'est là qu'on a commencé à avoir des gens qui sont un petit peu plus intrapreneurs. Intrapreneurs, c'est Fait que t'es plus ouvert à certaines autres choses, au niveau salarial, à de la flexibilité, à des choses comme ça. Puis c'est des choses que ces gens-là aussi vont rechercher aussi dans l'entreprise. Là. Donc, puis on n'est pas fermé aussi éventuellement à ouvrir aussi l'actionnariat pour c'est ça. Ça peut motiver, ça motive beaucoup ces gens-là aussi. Clairement. Donc, clairement, il va y avoir des moves comme ça qui vont s'en venir. Ou est-ce que je suis quand même généreux de nature aussi, mais pas avec n'importe qui. Fait que peut-être qu'il va y avoir des moves qui vont s'en venir aussi à ce niveau-là pour garder ces personnes-là. Pour qu'ils scalent avec nous. Imprégnées dans l'entreprise. Je pense que l'erreur que fait beaucoup d'entrepreneurs qui engagent peut-être du monde, c'est
de demander le même niveau d'effort et de motivation que toi, tu as pour ta business, quand toi, c'est pas ta business. Fait que ça, c'est difficile, mais tu sais, d'avoir quelqu'un que Day One, il établit, mettons sa vision long terme de dire, moi, je veux bâtir, j'aime votre entreprise, je suis tatoué, j'adore ça. Je me vois loin, tu sais. Mm-hmm. J'ai des ambitions certaines, je vais avoir plus de responsabilités, j'ai des projets que je vais implanter. Tu sais, puis de dire, regarde, c'est sûr qu'il y a différentes possibilités, comme tu dis, l'actionnariat, tout est possible, fais des preuves, mais comme, tu sais, d'offrir cette voie-là, cette possibilité-là, plutôt que de dire, ben, tu sais, c'est pas vraiment pour ça que je t'engage, tu as ton rôle, puis ça va être ça, tu sais, mais c'est sûr, c'est démotivant, tu sais. Puis après, tu demandes plus que ce qui est demandé, la personne ne sera pas motivée nécessairement à faire ça. Fait que, en réalité, c'est ça, c'est une question, oui, d'argent, mais de dire, est-ce que la vision d'entrepreneur, est-ce que c'est une entreprise qui a un impact qui est intéressant? Est-ce que je me vois bâtir ça avec lui? Exact. Ça, fait que de dire, j'adore ça quand tu dis superstar et entrepreneur parce que c'est des bâtisseurs. C'est ça qui va faire croître ta business, qui va t'amener à un prochain niveau, tu sais. C'est meilleur d'avoir des key players dans ton équipe. Puis je pense qu'il y a différents. Tu peux avoir des employés A, B et C. Puis C, tu les identifies pas. C'est des players qui vont faire le minimum demandé, qui vont peut-être aller tirer les B vers eux. Fait que d'avoir plus de A qui sont motivants, inspirants, qui vont engager l'équipe. Les B vont aller plus vers le A. Puis les C, ben, ils vont tronçonner ailleurs. Ils vont quitter probablement. Fait que c'est ça le business d'après moi. Fait que je trouve que cette mentalité-là, c'est pas que c'est rare, mais c'est le fun d'avoir ça d'un employeur. Fait que Charlotte à Impress et à toi. Il y avait une bonne petite question ici. Tu as investi en toi-même. Fait que, OK. D'aller chercher justement de la thérapie à travers un psychologue personnel et psychologue d'entreprise, c'est quoi les différenciations entre les deux? C'est quoi l'impact que ça a eu sur toi là, au niveau personnel? Un énorme impact, je dirais. Tu sais, Okay. Je pense que tu apprends à te connaître davantage, mais... Ouais, ben au niveau personnel, tu sais, tout le monde a des empreintes, tout le monde vient d'un certain monde. Sure. Des fois, tu penses que tu viens d'un monde qui est parfait, mais ça va avoir des empreintes sur toi. Donc, ça va jouer sur ta façon d'agir et de réagir dans des moments intenses. Tu sais, ils disent tout le temps... Le vrai entrepreneur, tu le vois dans un moment de panique. Tu sais, le vrai entrepreneur va rester stable et va être en mode solution. Oui, c'est ça. Être en mode. Puis ça, c'est une autre chose qu'on cherche. J'en ai pas parlé, j'ai pas pensé, mais je cherche tout le temps des gens qui vont amener des solutions. Right. Quand on engage plutôt que des gens qui vont t'amener des problèmes. Fait que oui, OK, tu as trouvé un problème ou tu as une idée, mais arrive avec des solutions, puis on va les choisir ensemble. T'sais. Fait que ça, je trouve que c'est un élément super... super, être autodidacte puis autonome, mais c'est un bon exemple si on prend concrètement, disons, il y a telle feature qui marche pas. Là, je t'envoie ça. OK. Ben là, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je sais pas. Ben, essaye de penser. OK, il y a un problème, ça marche pas. J'ai pensé à faire telle chose. Qu'en penses-tu en affaire? Tu sais, ça, je trouve que juste changer un peu sa mentalité puis dire, tu sais, d'être devancer la solution, puisque plutôt que de dire mettre le problème sur une autre personne ou tu sais, de pas assimiler ça par nous-mêmes parce que c'est pas ma job, genre. Ça, je trouve ça, c'est sharp. Puis c'est vrai, on n'a pas parlé, mais c'est intéressant d'avoir ces capacités-là. C'est quasiment, c'est un soft skills qui est à développer en réalité. Autant que tu peux être extrêmement compétent au niveau technique, il y a des compétences personnelles, humaines qui sont de mise, qu'il faut apprendre ou développer du moins. Puis tu sais, si on revient au psychologue, la chose qui me venait en tête, c'est de savoir aussi... je sais pas comment dire ça, mais tu m'avais posé des questions un peu pour que je me prépare. Puis, tu sais, le skills que, tu sais, j'ai jamais vraiment développé en tant qu'entrepreneur que tu me demandais, c'est probablement la gestion. Tu sais, fait que, mais tu sais, je réalise en parlant avec plein d'amis qui sont eux autres aussi entrepreneurs que c'est un skills complètement différent. Fait que, tu sais, tu as des présidents qui sont là pour gérer une entreprise. Puis tu as des CEO propriétaires qui, eux, sont là seulement plus pour la vision, puis pour la vision, pour le futur de l'entreprise. Mais c'est pas eux qui sont les meilleurs pour gérer le day-to-day. Par contre, quand tu rajoutes une entreprise qui est un peu plus petite, ben, tu te trouves à faire un peu les deux en même temps. Fait que c'était un peu du coaching peut-être sur ces skills-là. On parlait du
le travail de la maison par rapport au travail au bureau, puis être capable de ça prend des skills quand même, d'être capable de communiquer avec n'importe qui, puis tout le monde a son type de personnalité. Un développeur n'a pas du tout la même personnalité qu'un vendeur. Là, je nomme peut-être des extrêmes, mais quand tu t'adresses à eux, ils ont chacun leurs concerns, puis c'est important d'être capable de s'adapter à ce genre de personnes-là. Donc, c'est un peu le genre de travail que j'ai été obligé de faire, puis c'est ça, c'était pas dans mes forces, mais parce que, finalement, même s'il y a quelqu'un entre vous deux, ou même s'il y a deux niveaux, quand il y a un problème, ça finit toujours par remonter à toi quand même aussi. Fait que c'est vraiment important, je pense. De plus en plus, les skills humains vont affecter ton leadership. Donc, c'est important de travailler sur ces choses-là puis de continuer à s'améliorer. Si on prend l'exemple d'un poste en dev, beaucoup de compétition, fait comme comment on fait pour sortir du lot? Évidemment, tu peux être extrêmement performant dans ta technique, dans tes compétences hard skills. Après, comment tu sors du lot? Ben, c'est ton leadership. Exactement. Le côté humain, je veux dire, il y a des personnalités, comme tu dis, un vendeur puis un dev, on n'est pas... Il y a des gens qui sont un petit peu plus extrovertis, introvertis, qui ont vraiment plus de capacité de communication, mais ça se développe. Ça se travaille. Un n'est pas meilleur que l'autre. Puis après, c'est de travailler ça puis de développer ça comme compétence humaine pour se démarquer dans un marché. On parle d'un marché en ce moment qui est difficile d'aller chercher au niveau de l'emploi, beaucoup de compétition, pas nécessairement énormément d'offres. Fait que développons ça en ce moment-là, en 2026. Ça m'amène aux dernières questions du podcast, Jonathan. J'imagine que tu as eu le temps d'y penser. Là. C'est quand même des grosses questions, un mindset entrepreneurial. Ta vision de succès, comment tu vois ça à ton âge? Ouf, en général? On va l'apprécier au niveau professionnel pour commencer, puis après peut-être le niveau personnel. Comment tu définis le succès pour toi? Ben, mon succès dans Empress... si on parle des goals, des objectifs à atteindre. Genre de KPI un peu, là. Oui, exact, cette année, tu sais. Ouais. Je dirais, il y en a relié au ARR, donc le revenu annuel récurrent. Oui. Il y en a relié à la solution, donc le côté que j'expliquais tantôt, le all-in-one. Il y en a relié à la solution au niveau niché. Là, fait que d'être capable d'aller se positionner, de positionner 3-4 bons clients aux États-Unis là-dedans pour partir la roue. Puis, c'est ça, de terminer l'autre projet de UI UX. Je pense que c'est mes trois gros objectifs. Pour 2026, fin 2026. Pour 2026. Mon succès, ça serait pas mal relié à ça. Dans mon cas, on en a déjà par-dessus la tête juste avec ça. Là. Fait que ça serait une bonne vision du succès. Je peux-tu t'amener une précision, mettons, pour cette question-là, qui pourrait être intéressante pour le public? Si on parle plus côté visionnaire, mettons, si on parle impact sur la société, qu'est-ce que tu souhaites créer à travers Empress, mettons? J'aimerais qu'on ait une des meilleures solutions pour certaines industries. Donc là, en ce moment, on est très générique. Oui. Puis un peu comme la compétition, là, tout le monde est très générique. J'aimerais qu'on focus puis qu'on puisse dire un jour, OK, on est les meilleurs. Dans cette industrie-là. Oui, dans tout le monde pour tel type de choses. J'aimerais que quelqu'un en Australie nous appelle puis qu'ils disent je veux Empress pour telle affaire. J'aimerais que les gens nous contactent directement. Ça c'est sûr que ça serait comme un peu le goal ultime. Là, ouais. J'adore ça. Ça fait tellement de sens. Puis de dire, imagine, à travers tel contenu que vous avez publié, je trouve ça inspirant, votre vision, votre mindset, votre entreprise. Faisons affaire ensemble. Puis c'est une personne, par exemple, une entreprise en Australie. Wow, le reach est là. Ben, c'est ça, parce que au Québec, ça vient naturel. Je veux dire, il y a la langue, il y a ces éléments-là, on est connu dans le marché, tout ça. Mais après l'international, quand ça vient de loin, quelque chose qui viendrait loin, pour moi, ça serait comme un accomplissement personnel. Peut-être plus loin que les États-Unis, pour moi, ça serait quelque chose de nouveau aussi. Fait que ça serait un achievement. Là. Abordons le côté succès personnel. Homme de famille. Comment tu vois ça, le succès? Souvent, on associe le succès avec des biens matériels, un beau char, une grosse maison. Which is fine, mais pas toi. OK, parfait. Non, développe là-dessus. Exact. Ben, le succès matériel, je veux dire, c'est bien. Là, mais à un certain moment, sans avoir besoin d'être milliardaire,
Je pense qu'à un moment donné, tu arrives à un moment dans ta vie où c'est plus nécessairement un problème. Je pense pas que les gens travaillent nécessairement juste pour l'argent ou pour s'acheter. Ouais. L'auto peut-être, puis j'ai pas de problème avec ça. Il y en a que c'est leur passion. Oui, le mécanique, puis le... C'est ça, exact. Puis si c'est ta passion, go for it. Achète-toi l'auto que tu veux. Si c'est l'immobilier, ben achète-toi le bloc les trucs que tu veux, c'est ça. En ce moment, mon vrai goal personnel, c'est au niveau de mes enfants. Fait que je mets beaucoup de temps avec eux pour qu'ils soient bien plus tard. Essayer de les appuyer aussi au niveau personnel. Leur donner la chance aussi de toucher à des choses différentes, puis de leur donner la chance, de bien grandir. Je pense que des fois, on vit des choses aussi. En travaillant sur nous-mêmes, on se dit, OK, j'aimerais... transférer ça à la famille d'une façon différente. Fait que, c'est quelque chose que j'ai réalisé. Là, j'ai tout le temps été très familial, mais le travail à faire avec les enfants, c'est constant, je pense, puis ils sont plus jeunes. Fait que, je pense quand il était rendu à l'adolescence ou même adulte, il est rendu trop tard pour rattraper ça. Fait que j'aimerais bien garder ce lien-là cette proximité-là que tu as avec tes enfants? Oui, oui, je l'ai en ce moment, mais j'aimerais la garder à vie. Là. C'est sûr que j'aimerais ça qu'ils restent proches, puis qu'ils aient éventuellement peut-être le goût de travailler dans l'entreprise, mais si c'est pas leur passion, qu'ils puissent poursuivre leur propre passion. Là. Tes enfants ont quel âge? 4 et 6. OK, fait que c'est quand même early. Comment tu prévois avoir leur discussion niveau carrière? Tu sais, niveau... papa, c'est un entrepreneur et tout ça. Ouais. Bâtir des choses. Donc, est-ce que tu vas... Comment tu vas aborder ça? De dire, l'entrepreneuriat, c'est le fun. Tu sais, si un ou l'autre t'approche vers ça, est-ce que tu vas dire... Tu sais, parce que moi, mes deux parents, je te donne un exemple, mes deux parents sont entrepreneurs, mais l'entrepreneuriat, c'était comme... Ah, tu sais, c'est risqué, ça va pas... Tu sais, c'est rushant, c'est demandant. T'es aussi mieux de te placer dans un entreprise au début puis de faire peut-être un move après quand tu vas être plus stable. Puis j'ai décidé non, tu sais, puis je me lance puis whatever. Mais tu sais, fait qu'il y a ce talk-là qui était présent. Fait que je me demande qu'est-ce que tu vas avoir comme talk avec tes enfants, tu sais, par rapport à la carrière. J'ai changé d'idée là-dessus, Okay. Ça fait peut-être 1 an. Fait que tu sais, je m'étais toujours dit un bon parent, c'est d'être un guide, tu sais, pour les enfants. Fait que t'es pas là... oui, là, quand ils sont jeunes, il faut que tu leur assures une stabilité. Il faut que tu leur donnes la discipline, exactement. Dans l'adolescence, je pense qu'il faut que tu sois un guide. Puis plus tard, quand ils sont rendus adultes, tu es rendu quasiment un ami. Là, ça serait c'est vrai. D'être assez proche de eux pour qu'ils aient le goût d'être avec moi. Puis que je passe pas ma fin de semaine seul au chalet, qu'ils viennent tout le temps. Mais c'est vrai que la relation change en vieillissant en tant qu'adulte versus ado, évidemment. Que là, c'est plus parents. Tu vas être avec tes amis, je pense, quand t'es ado, tout ça. Mais tu sais, mon but, ça serait de garder quelque chose de proche. Un lien d'amitié, 100%. Oui, c'est ça. Mais tu sais, dans le fond, ce qui a changé, c'est que je voulais les influencer un peu plus, mais je me rends compte que c'est pas tout le monde qui a la même personnalité. Fait que tu sais, toi, peu 100%. Importe ce que tes parents t'ont dit, t'as quand même fait ton chemin. Oui, exact. Fait que si tu te fais enfoncer dans la gorge qu'il faut que tu sois un VP d'une compagnie, suis tel nombre d'études, un médecin, il faut que tu sois ça. C'est ça. Je pense que, puis j'en connais, là, des gens qui font une profession puis qui sont ultra malheureux. À chaque jour, ils se lèvent, ils font plein d'argent. Mais t'as beau avoir des centaines de millions, ces gens-là sont pas plus heureux. Non. Fait que l'important, en fin de compte, c'est d'être heureux. Fait que c'est mieux de les accompagner pour qu'ils se développent assez bien puis qu'ils puissent aller dans ce qu'ils aiment dans la vie. Puis, de toute façon, tu sais, je vais être là pour eux de toute façon. Fait que de savoir que je suis là, je pense qu'ils vont être capables de se développer par eux-mêmes puis de faire ce qu'ils aiment. Fait que, si vraiment ils ont le goût d'être artistes, ils deviendront artistes. S'ils ont le goût de faire... Dans le fond, c'est de faire ce que tu aimes. Je pense que c'est d'être heureux, le but de la vie. Là. C'est pas de struggler pour aller faire de l'argent puis tout ça. Je sais que c'est pas la mentalité, mais je pense qu'il faut que tu fasses ce que tu aimes. Si tu es un entrepreneur, ta passion, c'est jamais facile, c'est tough. Oui. Puis je me souviens, j'avais un truc, je pense que c'était Elon Musk qui avait dit ça, mais les gens, ils disaient hey, comment tu fais pour... qu'est-ce que tu dirais pour motiver un entrepreneur? Puis ça m'avait tellement fait rire parce que je me reconnaissais. Il avait dit si j'ai besoin de te motiver, t'es pas un entrepreneur. Oh shit. Okay, c'est ça. Si t'es pas capable de te motiver toi-même, fait que ça donne quoi de pousser tes enfants à faire quelque chose si c'est pas ça leur personnalité pour qu'ils soient malheureux à chaque jour? Fait que,
je pense que maintenant, fais ce que tu aimes, sois heureux dans ta décision, puis sois heureux de te lever le matin. Je pense que c'est ça. J'aimerais t'amener une petite curveball. C'est vraiment pas intense comme question, là, mais par l'addiction des études. Tu sais, beaucoup de la mentalité québécoise, puis that's fine, là, c'est suivre des bonnes études, au moins le bac, tu sais, puis pour avoir une certaine stabilité. Pas à forcer, mais à mettre l'emphase beaucoup là-dessus, tu sais. Fait que comment, c'est quoi, tu sais, évidemment, selon ton parcours, comment tu vois ça? Est-ce que ça va être un talk de dire, mettons, une base de secondaire, puis après tu fais ce que tu veux, je choisis ton parcours, on va t'accompagner, ou tu dis, ben non, tu sais, pousse la machine, tu sais. Comment tu vois ça, que ce genre de talk-là, différemment de la carrière, là? C'est une bonne question. Ouais. Puis tu sais, ça aussi, je pense que j'ai changé un peu mon mindset là-dessus. OK. Je vais être là plus pour accompagner. Tu sais, c'est sûr que plus que tu rajoutes d'outils là, dans ton sac à dos. c'est ça, dans ton coffre à outils, Ouais. puis plus que tu t'ouvres les horizons, tu sais, de voyager, ça peut être bon, d'apprendre des nouvelles choses, ça peut être 100%. Bon. Tu sais, est-ce que je veux les forcer? Non. Je les forcerai pas. Est-ce que je leur dirais que je vais être là, je vais payer leur études, je vais payer leur école, puis ces choses-là, puis leur hébergement, puis tout ça, puis tu sais, dans le but qu'ils continuent à apprendre jusqu'à temps qu'ils aient, tu sais, qu'ils fassent vraiment ce qu'ils aiment? Oui, probablement. J'adore. Je vais offrir, mais non, je vais pas... Tu vas pas être fermé sur un chemin que tu dis... OK, j'aime ça. T'es ouvert à leur destinée. Je pense que oui. Je pense que tu leur laisses la flexibilité. Cool. Même si tes parents ils t'avaient dit de faire peu importe quoi, tu aurais fait ce que tu voulais de toute façon. Fait que je pense que le but, c'est d'appuyer. Ils étaient là pour t'appuyer. Oui, ils m'ont appuyé. Si j'étais à leur place, probablement que j'aurais le même temps. Dans le sens comme... Je leur offrirais quelque chose qui est un chemin. Regarde, c'est sûr que tu as plus de chances de développement si tu as un bac, d'avoir un meilleur salaire, tu sais, comme il y a des statistiques qui sont prouvées versus le nombre d'entreprises qui se lancent, qui perdent. Fait que, tu sais, statistiquement, tu regardes ça, make sense d'aller chercher un bac. Mm-hmm. Après, je te forcerai pas, mais je vais t'inspirer à peut-être aller plus loin. Si, par exemple, toi, mon fils ou ma fille m'approche, puis j'en ai pas, là, mais ils me disent, OK, mais je veux développer une carrière en tant que machiniste, je vais faire une formation, c'est un DEP, je crois, puis je suis passionné par ça, puis ça me tente de pousser la machine, ben that's fine, tu sais, comme, pas parce que tu as un bac que tu n'as pas réussi, mais c'est ça, fait, puis en tant que parent, tu veux la stabilité puis la sécurité de ton enfant, puis c'est pas parce qu'il croit pas en tes rêves, il veut juste ton bonheur, puis que tu sois bien, que tu aies une santé financière, puis que tu bâtis quelque chose qui fait du sens. Fait que je comprends ce talk-là. Fait que faut pas démoniser les parents. Là. C'est vraiment, ils sont là pour vous aider au bout de la ligne. On est là pour accompagner. Ouais. Dernière question. Si tu avais la chance de parler à Jonathan aujourd'hui, mettons que c'est pas moi qui te parlais, là, moi, Jonathan de 25 ans, salut Jonathan, qu'est-ce que tu te conseillerais en ce moment? Oh my God. Il y a tellement de choses. Autant au point de vue personnel qu'au point de vue business. Comment tu l'alignerais, ce Jonathan-là? Je vais y aller juste business pour que ça soit plus... Ben oui, vas-y fort. Commencer plus tôt. OK. Ouais. Il y a beaucoup... J'ai toujours aimé l'immobilier aussi. Commencer plus tôt. L'important, c'est d'essayer quelque chose. Tu sais, souvent, les gens ils disent « Ouais, mais moi aussi, j'aimerais ça avoir une business. » Mais tu sais, j'ai pas d'idée, mais commence avec quelque chose. Tu sais, à un moment donné, il faut juste que tu te lances, puis après ça, tu vas te débrouiller. T'as raison. Tu sais, fait que je pense que si j'avais commencé plus jeune, j'aurais peut-être fait des erreurs. J'aurais peut-être fait plus jeune. Mais oui, plus jeune. Puis faire tes erreurs quand t'es jeune, c'est comme pas grave. Non. Tu sais, je veux dire, tu perds 2000$, ça change rien. De toute façon, t'aurais perdu, tu sais, t'as perdu quoi? T'as perdu, c'était quoi? Je gagnais 7$ de l'heure dans le temps. Ouais. Fait que, fait que ton gap, il est pas gros. Souvent, quand t'es rendu que là, tu gagnes, je sais pas, 2, 3, 400, 500 000 par année. Oui. Puis là, les gens, ils disent « Ah, mais c'est le fun, j'aurais aimé faire ça. » J'aurais donc dû. Ben, fait que je pense que, tu sais, c'est de commencer tôt. Puis de te lancer, puis de vivre tes erreurs, mais de rebondir de tout ça. Fait que, tu sais, j'aurais commis les mêmes erreurs
C'est sûr que si je peux retourner dans le passé puis que je peux éviter ces erreurs-là, je les éviterais, c'est sûr. Puis c'est sûr que c'est facile à dire par après. J'aurais pu aller lever de l'argent puis aller... avoir si su, tout le monde peut retourner dans le passé, j'aurais pu acheter des actions aussi puis être riche, j'aurais pu... Mais... C'est comme quelqu'un, c'est très drôle parce que j'avais posé cette question-là à un invité, puis il m'avait dit j'ai racheté du Bitcoin. C'est comme, en fait, genre, c'est drôle. Mais c'est le fun que tu dis parce que de plus en plus dans mes dernières entrevues, c'est vraiment ça comme conseil que l'invité se donnerait. De dire j'aurais dû commencer plus tôt. Ouais. Parce que le temps fait bien les choses. On fait ses erreurs, on essaye. Il n'y a pas de bon timing, tu sais, dans le sens, le syndrome de l'imposteur, on entend tout le temps parler. Tu dis, je suis trop jeune, il n'y a personne qui va me faire confiance, j'attends le bon moment. Le bon moment, c'est aujourd'hui. Tu sais, comme, dans le pire des cas, si c'est un échec, puis mettons, tu fais faillite, whatever, tu as le temps de te rebâtir. Quand tu es rendu à un certain âge, tu as des responsabilités familiales, que c'est ta priorité. Tu as une bonne carrière, tu as différentes choses à payer. Ça devient un petit peu plus difficile, puis il y a plus de thought process à avoir. Quand tu as 20 ans, 22 ans, 23 ans, à moins que tu aies tout fait ça, mais en réalité, la majeure partie, tu es peut-être encore chez tes parents. On parle. Tu as ce edge-là que tu dis, c'est le temps de tester des choses. Voyager, c'est tellement de bonnes choses aussi, d'apprendre à se connaître, de rencontrer des gens. Mais oui, de partir des projets, de failler, d'investir dans des mauvaises affaires, de se tromper, puis d'apprendre de ça, ça vaut cher. En fait, c'est l'apprentissage en réalité. Là. Exact. Je pense que c'est ça qui vaut cher. Jonathan, ça a été incroyable. J'ai vraiment aimé cette discussion-là qu'on a eue. Comment tu as aimé ton expérience? C'est ta first time. Comment tu as aimé ça? Oui, exact. Le plaisir est partagé. Là, je te dirais, cool. Il y a beaucoup de questions auxquelles j'avais pas... j'avais jamais réfléchi non plus. Fait que c'est intéressant. Ça m'amène à penser à d'autres choses aussi. Ça paraît pas depuis tantôt. J'ai tout le temps la tête qui spinne dans plusieurs endroits. Mais non, c'est intéressant. Écoute, puis tu avais raison. C'est pas si stressant que ça. C'est pas si stressant que ça, C'est... Non, c'est un bon travail sur soi-même aussi en même temps. Indirectement, évidemment, on sort avec du bon contenu, mais tu sais, c'est... sans faire partie d'un ordre de psychologue, il y a un peu cet effet-là d'être intime dans une pièce, on jase ensemble une heure. On parle évidemment de la business, mais du core de ta personnalité, de tes challenges, toi, comment tu peux t'améliorer. Fait que c'est une mini-thérapie. Tu sais, comme c'est des discussions qui sont le fun. Moi, autant pour la personne qui pose des questions que pour... Tu sais, ça m'est déjà arrivé qu'un invité, des fois, a eu des larmes parce qu'on parlait de son enfance. Puis, tu sais, c'est comme... Oh, tu sais, ça vient deep, là, tu sais. Fait que... moi, j'adore ce format-là. C'est tellement humain. Puis ça roule, puis on aime ça. Mais oui, c'était vraiment une belle entrevue. Ce que je propose à mes invités, c'est de faire un retour dans un an, une relance, à savoir est-ce qu'on atteint les KPI, les objectifs. Nouveau feature qui va être offert aussi au mois de mars, parler de ça. Des nouveautés, tout simplement. Savoir t'es rendu où comme entrepreneur aussi. Fait que t'es toujours le bienvenu au Suzo. Merci de ta participation. Où est-ce qu'on peut te contacter justement pour faire avec Jonathan, avec Impress, tout simplement? Sur Google, j'imagine, vous pouvez trouver LinkedIn, le site web. On est sur tous les réseaux sociaux. Site web, exactement, mpress.com. Exactement. Puis allez écouter les capsules. Merci, Joe, c'était super cool. Merci beaucoup. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move.